Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue les échanges de questions-réponses. Vous adorez ce genre de contenu. Donc, l'idée, elle est très simple. Vous me posez des questions dans les commentaires de la vidéo et moi, j'y réponds la semaine suivante. Donc, si vous voulez participer, c'est très facile. Vous écrivez vos questions dans les commentaires de cette vidéo et moi, je vais en sélectionner quelques-uns et je les traiterai dans la prochaine qui devrait sortir la semaine prochaine. Donc là, je suis parti à la pêche de questions que je trouvais intéressantes dans les commentaires YouTube de Traffic Mania et j'ai sélectionné quelques questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Alors voici une première question par rapport au rythme de publication durant l'été. Donc je vous lis la question. J'avais une petite question, André, qui pourrait faire l'objet d'une vidéo. Comment et quand publier pendant l'été ? Pendant cette période, le trafic baisse, les internautes sont en vacances. Est-ce qu'il faut faire des cours à une salle à moitié vide ? Faut-il garder ces articles les plus intéressants pour la rentrée et donc publier des sujets moins intéressants ? Alors ça, c'est une question qui est en fait une question très large et je vais essayer de donner des éléments de réponse. Alors oui, globalement, le trafic a tendance à baisser en juillet et en août, mais c'est pas forcément le cas dans toutes les thématiques ou alors avec des niveaux de sensibilité différents. Si tu prends mon blog Judo Jiu-Jitsu, c'est clair que juillet et août, les clubs sont fermés, il n'y a pas de cours, les gens pratiquent quasiment pas, donc il y a une vraie baisse de trafic. Mais si tu prends mon blog sur le tir sportif, au contraire, la saison estivale, c'est plutôt la saison haute, donc le trafic se maintient. Donc déjà, c'est pas une vérité universelle, la baisse de trafic, c'est assez lié tout de même aux thématiques que tu as. Autre effet paradoxal sur cette baisse de trafic, c'est qu'on se rend compte qu'en réalité, les gens ne travaillent pas sur leur projet quand ils en ont le temps. Moi, c'est vrai, juillet, août, sur Traffic Mania, il y a systématiquement une petite baisse de trafic, surtout pendant la période 15 juillet, 15 août, parce que les gens sont en vacances. Et ça traduit quoi ? Ça traduit en fait que les gens, alors qu'ils ont le temps pour travailler sur leur projet d'entreprise en ligne, préfèrent aller à la plage, préfèrent passer du temps avec leur famille. Alors je peux le comprendre, je jette la pierre à personne, mais c'est quand même assez paradoxal que lorsqu'on a tout le temps qu'on veut pour bosser sur son entreprise en ligne, on ne le fait pas. Et que au contraire on regarde des vidéos pour développer son entreprise en ligne quand on est en temps de travail et là on a le moins de temps pour soi. Donc voilà, ça c'est juste une petite parenthèse que j'ai toujours trouvé assez étonnante. Alors, est-ce qu'il faut adapter son contenu pendant l'été ? Moi, je pense qu'il faut peut-être adapter son contenu payant, c'est-à-dire que si tu veux lancer une nouvelle formation, effectivement, c'est peut-être plus intéressant d'attendre le mois de septembre pour la créer et pour la lancer du moins. Tu peux y travailler dessus pendant le mois d'août et la lancer en septembre par exemple. En ce qui concerne le contenu entre guillemets classique, normal, moi j'ai envie de te dire de ne rien changer. Moi, comment est-ce que je fonctionne les mois d'été ? Effectivement, ma fréquence de publication elle peut baisser, mais c'est pas lié au fait qu'il y ait moins de gens. C'est plutôt lié à mes propres vacances. C'est-à-dire que si je décide de couper pendant 15 jours, 3 semaines, parce que j'aime bien couper pendant 15 jours, 3 semaines, c'est parce que j'en ai envie, c'est pas parce que il y a une baisse de trafic. Donc on va prendre l'exemple du mois d'août. Cette année au mois d'août, j'ai pas prévu de bouger plus que ça. Je vais plutôt bouger sur juillet. Donc le mois d'août, on est d'accord, il va y avoir une baisse de trafic sur Internet, mais moi je vais quand même continuer à publier comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais écrire un article par semaine, je vais tourner mes vidéos. Et la semaine suivante, tout sera calé dans YouTube et sur le blog et le contenu sera produit à la fréquence normale. Donc moi, j'adapte pas mon rythme en fonction des baisses de trafic. On le voit des fois aussi au mois de mai, quand il y a beaucoup de ponts, tu peux avoir des baisses de trafic sur le mois de mai. C'est pas parce qu'il y a des ponts au mois de mai que moi je vais changer ma fréquence de publication. Donc si tu as une idée de bon article, publie-le. En août, et puis en septembre, tu referas un autre très bon article. Voilà, il n'y a pas besoin, à mon avis, sur le contenu gratuit, de changer quoi que ce soit. Il faut maintenir ce rythme, parce que ce rythme, c'est un élément clé de la réussite en ligne. Le fait d'arriver à produire avec régularité du contenu qualitatif, le fait de faire des offres commerciales à ton audience, ça va te permettre de faire des ventes. Et même si peut-être t'en feras moins en août, t'en feras quand même plus que si tu fais rien du tout. Voilà, si tu coupes tout sur août, c'est sûr que tu vas faire un mois d'août catastrophique en termes de vente. Si tu continues à bosser normalement en août, peut-être que ça sera pas ton meilleur mois de l'année, mais tu arriveras quand même à passer ce cap. Donc voilà, pour résumer, si tu as une nouveauté payante, attends septembre, mais pour le reste, continue à publier normalement. Alors, question d'Emmanuel. Bonjour André, merci pour la vidéo. Justement, au sujet des longs articles, j'ai une question. Un article de 4000 à 5000 mots, c'est très long.
Est-ce qu'il vaut pas mieux le faire paraître en une seule fois ou en deux parties? Je n'arrive pas à trancher. Merci. Moi, je pense que si tu as un article de 5000 mots, il y a un sacré avantage, c'est que si tu es sur un mot-clé compétitif et que tu balances un article de 5000 mots, tu as de bonnes chances qu'il soit bien référencé par Google, parce que Google va l'identifier comme étant un article qualitatif. La suite de la question d'Emmanuel, c'est est-ce que ça va pas fatiguer les gens de scroller? Non. Si l'article est bien écrit, s'il est bien aéré, s'il y a vraiment beaucoup de sous-parties, et que tu utilises des techniques de copywriting qui rendent sa lecture intéressante, la longueur n'est pas un souci. Moi, je publie régulièrement des articles de 3000 mots, 4000 mots, voire plus. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh là là, mais personne ne va lire ça ». Si c'est intéressant, si on y apprend des choses, si il y a de l'émotion, si tu mets ton âme, si tu mets ta patte, les gens vont le lire. Emmanuel me demande ensuite si le fait que l'article soit très illustré, est-ce que ça va poser des problèmes par rapport au temps de chargement? Alors, il faut faire attention à plusieurs choses par rapport à ton temps de chargement. Si tu illustres beaucoup tes articles, Emmanuel, c'est la taille des photos que tu charges. Effectivement, si tu mets de la photo format PNG avec un poids de fichier très important, ça va avoir un impact qui est négatif. Donc attention, si tu as ce souci, à bien convertir tes photos dans des formats plus légers, plus petits. Il existe une quantité impressionnante d'outils sur Internet qui permettent d'alléger le poids d'une photo. Il suffit que tu tapes alléger le poids d'une photo JPEG ou alléger le poids d'une photo PNG sur Google et tu verras plein de sites qui vont te permettre de convertir ça. L'autre facteur qui va jouer, c'est également la qualité de ton hébergement. C'est sûr que si tu as un hébergement au premier prix, bas de gamme, tu n'auras peut-être pas la même rapidité qu'un hébergement un peu plus haut de gamme, un peu plus cher. Donc je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu changes d'hébergement, mais en tout cas, il faut que tu allèges le poids de tes photos si effectivement tu as un temps de chargement qui est trop long, parce que c'est pas très très agréable pour les internautes. Alors là, c'est une question qui a rien à voir, c'est une question de Ricardo. On parle alimentation. Alors, les gens m'ont demandé est-ce que je fasse un petit peu plus de vidéos sur le développement personnel, et à un moment, dans une vidéo, je parle d'un truc qui s'appelle le régime de l'horloge, qui est une façon très très simple en fait de compter ses calories et de s'assurer que son assiette, elle est équilibrée et légère. Et en fait, le régime de l'horloge, on considère que un plat, c'est une horloge, et on va faire la moitié de l'assiette en légumes. On va faire un quart en source de protéines type poisson, type viande, et on va faire un autre quart en sucre lent, c'est-à-dire pâtes, riz. Et en fait, Ricardo me dit les légumineuses, elles pourraient facilement remplacer la viande et le poisson parce que c'est également riche en protéines. Qu'en penses-tu? Je pense que tu as tout à fait raison. Alors moi, je suis pas du tout un expert en nutrition. Mais comme je suis quelqu'un de très gourmand, j'ai une petite tendance à l'embonpoint parce que j'aime le vin, j'aime la bonne nourriture, j'aime le fromage, j'aime tout ce qu'il faut pas. Et donc il faut que je fasse attention parce que sinon je grossis. Le régime de l'horloge ça marche et effectivement les légumineuses sont une source de protéines importante et donc tu peux sans problème Ricardo de temps en temps remplacer ta source de protéines type viande, poisson par des légumineuses. Donc lentilles, flageolets, haricots blancs, ce genre de choses. Et en tout cas pour ceux qui sont gourmands et qui ont toujours un petit peu de mal à manger équilibré, le régime de l'horloge c'est ultra simple. Voilà, il suffit de pas boire d'alcool, de pas manger de petits gâteaux entre les repas et on divise son assiette comme ça, donc la moitié en légumes, un quart en source de protéines et un quart en sucre lent et on a une assiette qui est équilibrée pour son repas. Alors là, on a une question de Gaëtan sur le syndrome de l'imposteur. Salut André, je suis passionné de musique, assisté par ordinateur, j'ai acheté tellement de formations que je me demande si je devrais pas en faire profiter les autres. Mais je pense avoir le syndrome de l'imposteur car ces formations ne sont pas les miennes. Et je me pose la question sur la présentation d'un blog en texte ou en vidéo concernant l'impact audience. En tout cas, bravo, etc. Merci. Ok, donc merci Gaëtan, je suis content que Traffic Mania te plaise. Alors il y a plusieurs questions. Déjà il y a la question du blog ou de la vidéo. En fait c'est un faux débat, moi je trouve la question du blog ou de la vidéo. YouTube n'a pas tué le blog, les blogs ça marche toujours très bien. Moi Traffic Mania a constamment, je parle du blog, pas de la chaîne. Le blog Traffic Mania a un trafic qui monte sans arrêt, tout comme celui de la chaîne, ça monte. Donc ma chaîne YouTube n'a pas tué mon blog et les gens adorent lire les bons blogs. Tout comme les gens adorent regarder les bonnes vidéos sur YouTube. C'est plus un problème de qualité de contenu
que de support. Il y a énormément de webmarketeurs qui sont partis sur YouTube, mais tout simplement parce que l'écrit, ça demande un peu plus de travail et un peu plus de talent. Et pour bien des webmarketeurs, le mot talent et le mot travail, c'est des gros mots. Donc c'est pas des gens qui ont beaucoup de talent pour certains d'entre eux. C'est pas des gens qui aiment travailler pour certains d'entre eux. C'est des gens qui veulent en faire le moins possible. Donc ils vont tous sur YouTube parce que YouTube, ça va plus vite sans problème. Mais justement, le fait d'être sur un blog, ça te permet aussi d'occuper un espace. Donc c'est plus une question de toi, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux montrer ta tête sur Internet ou pas? Est-ce que tu es plus à l'aise avec une plume ou avec de la vidéo? C'est en fonction de ces questions-là que tu vas choisir d'aller sur du blog ou d'aller sur de la vidéo. Alors moi, je pense que dans ta thématique de la musique par ordinateur, la vidéo sera à un moment ou à un autre nécessaire pour que les gens puissent voir et puis entendre ce que tu fais. Donc peut-être que YouTube est une bonne option parce que là, c'est lié vraiment à ta thématique. Et après, à toi de voir si tu veux montrer ta tête ou si tu veux juste montrer ton clavier, etc. Je pense qu'à un moment, sur YouTube, il faut quand même montrer un visage. Ensuite, sur le syndrome de l'imposteur. Alors, si je comprends bien, tu te considères pas comme un expert, mais tu te considères comme un débutant enthousiaste. Aujourd'hui, tu as un bon niveau parce que tu t'es formé. Mais c'est le cas de tout le monde sur Internet. C'est le cas de tout le monde. Si tu prends quelqu'un qui monte une chaîne sur le tennis, c'est pas forcément Roger Federer, le mec. Ça peut être un simple joueur de bon niveau qui lui aussi a pris des cours pendant toute sa jeunesse, qui lui aussi a fait des stages, et puis un jour il atteint un niveau suffisant pour se dire mais moi aussi maintenant je peux transmettre. Donc la question c'est pas réellement comment tu t'es formé, la question c'est celle de ton niveau et c'est celle de ton envie de transmettre. Donc ce qu'il faut pas faire c'est plagier les formations que tu as eues, mais si ces formations elles t'ont permis de progresser et qui a sûrement aussi identifié dans ces formations des points forts, des points faibles. Et tu as sûrement développé tes propres méthodes, tu as commis tes propres erreurs et tes propres réussites, et tout ça, ça nourrit ton expérience. Donc si aujourd'hui tu as le niveau et que tu estimes que tu peux aider les gens à composer de la musique par ordinateur, tu peux aider les gens à créer un tube de l'été, à trouver un producteur et essayer d'en faire un business, ou alors de vendre des jingles et en générer de l'argent par exemple, bah, il faut surtout ne pas t'en priver. Donc mon conseil Gaëtan, fonce. Le syndrome de l'imposteur, il ne faut pas en avoir peur. Si tu crées des formations qui sont qualitatives et qui sont vendues à un prix juste, il n'y a pas de raison que tu t'en prives. Et enfin, on va finir sur une question de Jordi par rapport à TikTok. Donc TikTok, site de vidéos qui est en train d'exploser. Au fait, André, tu partages tout le temps du contenu excellent. J'aimerais partager un petit truc qui est en train de marcher de folie pour moi. Il s'agit de TikTok. J'y partage du contenu marketing en espagnol. J'ai atteint 100 000 abonnés en 55 jours. Le trafic que j'envoie vers YouTube est énorme. Je sais que beaucoup de gens pensent que TikTok, c'est pour les jeunes. Il y a un gros marché. La visibilité organique est impressionnante. Juste pour te filer ce petit insight, pour te remercier pour ce que ça vaut. Si tu veux plus d'infos, n'hésite pas. Alors, donc on voit que Jordi utilise TikTok comme outil de promotion et que apparemment il en tire des résultats intéressants. Ben, bravo à lui. Alors, moi je suis ni pour ni contre TikTok. Je suis pour le fait de faire de la promotion de contenu. Donc moi aujourd'hui ma stratégie elle est basée sur un blog, elle est basée sur YouTube et elle est basée sur ma newsletter. Est-ce que demain elle sera basée sur TikTok? Pourquoi pas? Ou alors est-ce que demain elle sera basée sur la publicité Google ou de la publicité Pinterest ou de la publicité Facebook? Je n'en sais rien. Ce que je sais c'est que le monde d'Internet, c'est un monde qui n'est pas figé, c'est un monde qui évolue. Il y a quelques années, peut-être que faire la promotion d'un blog sur MySpace, c'était génial et ça cartonnait et c'était la chose à faire. Sauf que aujourd'hui, MySpace, je sais même pas si ça existe encore. Donc qu'aujourd'hui TikTok soit une excellente source de trafic, peut-être. Apparemment pour toi ça fonctionne, donc excellente nouvelle. Est-ce que demain je l'utiliserai? Peut-être, je ne sais pas. Moi j'aime faire du contenu qui est plutôt long. TikTok, il y a quand même des limites de temps qui sont imposées, hein. Donc on a quand même des vidéos, je crois au maximum c'est 60 secondes sur TikTok si je ne me trompe pas. Donc pas sûr que ça corresponde à mon format. Et puis ensuite, il faut voir, il faut mesurer effectivement, est-ce que TikTok ramène du trafic, mais surtout est-ce que c'est du bon trafic. Faire des vues pour le plaisir de faire des vues, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un trafic qui est qualifié de gens qui sont des clients potentiels. La seule vérité à la fin, c'est celle du chiffre d'affaires. Donc je suis pas pour TikTok, je suis pas contre TikTok, je suis pour la promotion de contenu. Si TikTok c'est un moyen qui fonctionne pour toi, c'est excellent. À titre personnel, je l'ai pas essayé, donc j'ai du mal à me positionner par rapport à ça.
peut-être que en testant, je me rendrai compte que c'est génial et que ça m'amène un vrai pic de trafic. Et pour le moment, j'ai un peu du mal à me prononcer, à part dire que c'est un moyen de promotion, et si c'est un moyen de promotion efficace, il faut y aller. Je peux pas dire grand-chose de plus. Voilà, donc c'est terminé pour la session de questions-réponses. Donc si vous avez des questions à me poser, vous les mettez en commentaire. Et moi, je me servirai des commentaires de cette vidéo pour préparer la suivante. N'oubliez pas également de cliquer sur le lien en description pour vous inscrire à la newsletter Traffic Mania. Vous recevrez des astuces exclusives par email réservées aux abonnés. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.